30 ans après le lancement de la journée de la liberté de la presse par les Nations Unies, des progrès substantiels en faveur d'une presse libre et la liberté d'expression dans le monde a été observé. Cependant, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et la liberté d'expression sont de plus en plus menacées et le Togo n'est nullement épargné par cette situation. L'heure du droit de cette semaine évoque la question avec Alphonse Ken Logo, porte-parole du syndicat des journalistes indépendants du Togo, Syngit. Il est avec nous. Alphonse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Auditeurs, téléspectateurs, et bonjour à tous les journalistes et à toutes les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous sur ce plateau, Elisabeth Apampa, présidente de l'Association des femmes professionnelles des médias. Elisabeth, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à notre aîné. C'est un gros plaisir de partager ce plateau avec lui parce que lorsqu'on parle des syndicats, il y a cette question-là de revendiquer mais surtout de défendre les droits humains et félicitations pour le travail qui est fait. J'aimerais dire bonjour aussi à toutes les personnes qui sont dans les médias, dans le monde entier, en train de nous regarder parce que Radio Dina, c'est oui en ligne, mais c'est justement cette plateforme qui permet, même si on rate le direct, de retrouver après justement les discussions pour en apprendre davantage. Donc félicitations à vous aussi pour le travail. Merci à vous. La présentation de cette émission, je suis Elie Atipo, l'heure du droit, c'est parti ainsi. Alors, il est syndicaliste, vous l'avez dit, dans la presse, Alphonse Ken. Avec le Syngit, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes là, avec la liberté de la presse, la défense de la liberté des journalistes. Alors, si vous étiez donné de peindre la situation de la liberté de la presse et d'expression au Togo, quel sera votre tableau? Bien, merci Elie. Je voudrais dire d'abord merci à Elisabeth pour ces mots chaleureux. C'est bien d'entendre ces mots de la bouche d'une grande dame de la presse togolaise. Non seulement elle fait pour la presse, mais les activités qu'elle mène aujourd'hui ne sont pas seulement du ressort de la presse, mais elle a une influence notoire sur toute la vie de la population togolaise et avec vous sur les questions des enfants naturellement. Donc je voudrais aujourd'hui officiellement au nom du syndicat la féliciter, l'encourager pour toutes les actions qu'elle mène au profit de la population togolaise. Je ne sais pas si il nous revient au syndicat de peindre le tableau de la question de la liberté de la presse au Togo. Quelqu'un nous dirait peut-être que ce n'est pas notre devoir, parce que en tant que syndicat, s'il faut le rappeler, notre syndicat a pour activité principale la défense des droits et intérêts des journalistes employés dans le secteur privé. Vous et moi, qui avons été jusqu'à présent des employés des structures comme celle-ci qui nous rassemble aujourd'hui. Nous, au syndicat, nous nous battons pour que nous ayons un mieux vivre. Nous nous battons pour que désormais les patrons comprennent que on ne peut plus nous exploiter du matin au soir pour atteindre leur objectif. C'est tout à fait normal entre griffes que quand vous créez une entreprise, vous aspirez prospérer, avoir des intérêts, gagner de l'argent, nourrir votre famille. Mais il se fait que généralement, ils oublient que ceux qui l'emploient aussi ont les mêmes droits. Nous étions peut-être tout petits, nous avons grandi, nous nous sommes mariés, nous avons des enfants et nous parlons des besoins vitaux. Et récemment, vous avez vu les messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un s'est pris la peine de faire un petit calcul sur les petits besoins d'un Togolais lambda pour pouvoir vivre à la fin du mois. Et le minimum dont il a besoin, ce n'est même pas le SMIC des 52 500 qui ont été fixés. Il faut attendre 200 000 au moins. Mais quel journaliste est payé à 200 000? Là, on parle du minimum. Donc, vous comprenez un peu que notre lutte a de la valeur. C'est pour cela que nous sommes dedans depuis 2011, date de la création du syndicat.
Et notre travail, c'est de continuer jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. Un premier a été atteint, la signature de la convention collective. Maintenant, on attend la mise en œuvre. Donc, voilà la première partie. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas notre devoir. Mais, vous avez constaté que hier, à l'occasion de la journée du 3 mai, nous avons sorti un communiqué au niveau du Syngit, où nous avons donné notre point de vue sur le thème de circonstances de cette année. Et nous nous sommes dit, attends, on ne peut pas considérer la question de la liberté de la presse comme un droit fondamental, ou même le début des autres droits, et que nous pouvons nous taire tout simplement ici. Pour nous, premier point, si vous voulez dire liberté de la presse, alors il faut avoir des relents, peut-être que nous en parlerons. Donc, pour répondre concrètement à votre question, parce que j'ai fait un grand détour pour que, c'est la première fois que je suis venu dans ce studio pour que les gens comprennent un peu le sens de notre lutte, je vais juste reprendre l'OTM hier qui a dit qu'il y a eu un recul dans la question de la liberté de la presse au Togo, même si au plan international, dans les classements, on a fait un bond de 30 places, donc ça se félicite. Mais n'oubliez pas aussi qu'on peut faire un bond si nous restons au statu quo et que les autres ont été très mauvais enfants. Donc on peut aussi être reclassé. Ça ne veut pas dire que les choses se sont tellement améliorées. Il y a cette année beaucoup de médias qui ont eu des problèmes, que ce soit avec la Hague ou avec la justice. Il y a des journalistes qui ont perdu leur qualité ou qui ont dû fuir le pays, notamment notre secrétaire général au syndicat national des journalistes indépendants du Togo, pour caricaturer tout simplement. Ainsi, ce n'est pas aussi la mer à boire. Oui, Isidore Kouanou, ce n'est pas la mer à boire, la liberté de la presse au Togo, mais aussi il y a encore mieux à faire. Il y a encore mieux à faire. Alors, Elisabeth Ampapa, vous êtes aussi dans les médias depuis des années déjà. Alors, à quel niveau mettrez-vous la liberté d'expression, de la liberté de la presse au Togo? Est-ce que c'est une liberté qui est garantie au Togo? Je dirais qu'il y a beaucoup à faire en termes d'amélioration sur cette question. Oui, on a la liberté d'expression au Togo, mais est-ce que cette liberté, on l'a tellement si bien acquise qu'on a vraiment ce regard malgré, on va dire, notre réelle pensée. Les gens aujourd'hui, journalistes, font rapidement l'autocensure, parce qu'en réalité, on se dit, est-ce que je peux le faire? Sur des sujets sensibles, on ne s'autorise pas vraiment à prendre la parole. Que ça soit politique, économie, sociale, on a parfois des pensées, mais parce qu'on se dit, est-ce que je ne vais pas être poursuivi, etc. On se limite, on ne le fait pas. Or, il y a des enquêtes à mener. Lorsqu'on dit qu'on est libre, on peut s'exprimer sur les sujets parce que le journaliste... Si sensible soit-il. Si sensible soit-il, et parce que le rôle du journaliste, c'est d'informer la population sur tous les sujets. Donc, il n'y a pas à faire l'autocensure ni à avoir peur de la répression. Mais malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Même lorsqu'on prend les partis politiques, on n'arrive plus à vraiment critiquer le travail de ces partis parce qu'on se dit le visage de X ou Y peut plus influencer que la personne du journaliste. Donc, lorsqu'on va aller, on va dire, aller vers les recours, est-ce que réellement le journaliste aura la chance d'être réellement défendu sur les règles qu'il y a en réalité? Lorsque, par exemple, des personnalités se lèvent en même temps et vont au niveau de la justice, le journaliste n'a plus de chance. Or, en réalité, nous avons des recours comme normalement l'OTM, ensuite la RAC, ensuite le ministère en charge de la communication, et peut-être si on ne trouve pas la solution. Des associations de presse. Justement, donc, la discussion n'est plus à ce niveau. On se lève en même temps, on fait recours à la justice. Donc, je me dis, il faut vraiment avoir un mindset fort en tant que journaliste aujourd'hui avant d'oser discuter sur tous les sujets. L'autre aspect aujourd'hui aussi que je trouve intéressant, c'est que le délit de presse, quand même au Togo, a été dépénalisé. Donc, c'est déjà intéressant. Et sur les médias, on a l'opportunité d'écouter la population alerter sur des sujets. C'est pas évident. C'est intéressant d'écouter la population elle-même
demander au journaliste, par exemple, de s'intéresser à tel sujet et le journaliste descend sur le terrain, fait son reportage, etc., ça veut dire que oui, on a la liberté d'expression. Mais comme je le dis, il y a des choses à améliorer pour que le journaliste ne puisse pas avoir, on va dire, des limites sur des sujets sensibles. Que le journaliste fasse son travail naturellement, sans crainte, et que nul n'est parfait. Lorsqu'il y a des erreurs, qu'on puisse ramener le journaliste à la table de discussion sans lui faire des menaces, sans qu'il y ait des violences, mais qu'à la fin, on se retrouve avec le droit de réponse. C'est vrai que c'est humiliant pour le journaliste de démentir sa publication, de se dédire. Mais c'est peut-être d'une part d'abord pour ce journaliste qui n'a pas peut-être fait tous les recoupants. Mais quand même, de l'autre côté, c'est mieux que d'être enfermé. C'est mieux que d'être enfermé. Alors, Alphonse, hier, le syndicat national des journalistes indépendants du Togo, Syngit, sortait un communiqué par rapport à cette journée. Et je peux voir que la meilleure façon de façonner un avenir de droit au sein de la presse togolaise, surtout privée, c'est de permettre aux journalistes de vivre à leur faim et d'être en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux et ceux de leur famille. Pour l'instant, les journalistes employés dans le privé au Togo sont trop mal payés. Très peu sont à mesure de refuser de l'argent venant des acteurs sociopolitiques, ce qui trahit malheureusement leur liberté de penser. Alors ça, cette phrase vient du Syngit. Pourquoi cela? C'est tout à fait l'issue d'une longue réflexion derrière ce communiqué, parce que les gens peuvent, à chaque fois que le Syngit veut réagir, se demander qu'est-ce qu'il veut encore dire, parce que nous avons déjà obtenu la convention collective et nous avons cédé à un an de moratoire. Donc, bon, il faut attendre, non? On n'a plus besoin de parler. Mais comme nous l'avons dit, le premier point, c'est ça. C'est-à-dire, si sur ce plateau, pour parler, je dois m'interroger sur ce que j'ai dans ma poche. C'est-à-dire, celui qui m'a donné l'argent hier, peut-être que je prends le ministre Ayouada. Parce que, à tout hasard, bien sûr. Oui, je le prends à tout hasard parce que c'est le ministre, c'est notre moment. Je peux le citer sans parler des autres ministres. Je suppose que c'est lui qui m'a donné l'argent hier pour que je puisse même sortir de la maison aujourd'hui, pour que je puisse même manger aujourd'hui. Et qu'il est auteur même de... C'est aussi un exemple, qu'il est auteur des règles ou qu'il enfreint les règles de la liberté de la presse. Si je veux le dénoncer sur ce plateau, vous ne réfléchirez pas deux fois. Naturellement. Peut-être même 5-10 fois, parce que je vais suer même en cherchant les mots à dire. Et il faut, rares sont ceux qui peuvent avoir le couille de prendre l'argent par exemple chez X et de venir dire qu'il fait mal. Vous prenez l'exemple même de nos maisons, celui qui vous nourrit à la maison, c'est difficile de le critiquer, même de le contredire. Critiquer, c'est autre chose, de le contredire. Non, le Syngit dit, nous ne sommes pas très bien payés. Le journaliste, moi, un jour, j'évite de dire, quand j'étais encore sur les médias, ce qu'on me payait. Parce que moi, j'avais aussi, je suis un journaliste multitâche, j'étais en même temps à la radio, je travaillais en tant que pigiste pour d'autres médias, donc peut-être que je ne souffrais pas comme les autres. Mais je sais combien on paie aux journalistes au Togo pour avoir été à la tête de ce syndicat depuis plus de 10 ans. Et nous savons que rares sont les journalistes qui sont payés à 100 000 francs CFA. Très rares. J'écris rare pour éviter très, je les écris en toutes lettres capitales. Rares sont les patrons qui acceptent de déposer à la fin du mois 100 000 francs CFA sur le compte d'un journaliste. Et avec combien de temps d'arriéré? Et vous voyez, celui-là qui n'est pas bien payé, vous l'envoyez à un reportage, c'est trop facile pour lui, quand quelqu'un lui donne de l'argent, de prendre. Et difficile pour lui de refuser, sachant qu'à la maison le soir, peut-être qu'il n'a rien à donner à ses enfants. Il n'a pas l'argent pour la popote de demain et sa femme peut en être mal à l'aise. Et pourtant, il se dit travailleur, fonctionnaire. Donc, vous ne pouvez pas parler de liberté de la presse si vous ne garantissez pas aux journalistes le mieux vivre. Ça, c'est fondamental. Donc, cela trahit malheureusement leur libre pensée. C'est pour ça que nous disons, pour avoir une libre pensée, il faut que vous mangez à votre faim. Celui qui ne mange pas à sa faim, on ne peut pas attendre de lui qu'il soit honnête dans ce qu'il dit. Donc,
Voilà pourquoi le syndicat rappelle au Togo, mais aussi à toute la communauté internationale et à tous les partenaires qui ont lu notre communiqué, que oui, si vous parlez de communiqué, si vous parlez de liberté de la presse, premier point, cette façon de façonner, ça doit passer par le mieux vivre du journaliste. Toi et moi, nous devons vivre. Si Elisabeth ne vit pas, peut-être que nous coupons nos cheveux. Il faut que Elisabeth traite ses cheveux. Il faut qu'elle s'habille. Il faut qu'elle. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas un peu la charge que ça représente. Si vous savez que vous devez, vous les internautes, vous nous suivez, si je dois m'habiller, si ce t-shirt, je dois m'habiller, même en t-shirt de parti politique, ça ne m'honore pas. Si un journaliste doit être obligé de mettre un t-shirt de Togocel ou de Togocom ou de Move ou d'une structure quelconque, en lui faisant encore pire la publicité, sans être payé, parce qu'il n'a pas les moyens de s'habiller, mais est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il réfléchit même pas lui-même? Non. Parce que c'est tout un ensemble. Donc, c'est pour vous dire que tant que nos patrons ne comprendront pas que la liberté de la presse, c'est pour eux et aussi pour nous, et qu'il faut bien nous payer, et qu'eux, ils vont rouler dans leur bagnole, sortir de leur maison, bien s'habiller, sentir bon quand ils sortent dans la rue, et que nous, on peut nous laisser vivre et être à la merci de tous. Nous ne pouvons pas parler de liberté de presse au Togo. Voilà, nous sommes bien sûr sur le www.radio.dina.tg dans votre émission L'heure du droit. Il est question de la liberté de la presse au Togo, ceci en la faveur de la journée internationale de la liberté de la presse. Alphonse Ken du CNJIT et puis Elisabeth Apampa de l'association des professionnels des femmes des médias sur ce plateau avec nous. Elisabeth, et justement chez vous, les femmes également, il y a des inquiétudes. Vous étiez en webinaire ce 3 mai, mais il y a eu beaucoup d'inquiétudes soulevées par les femmes professionnelles des médias. Il faut nous en parler. Je rejoins d'abord la discussion sur la précarité dans les médias. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes surtout femme dans les médias, puisque les médias sont vraiment portés au masculin, et quand on est femme, on a plus de 1000 fois de charges à gérer. C'est-à-dire, il y a un gros sacrifice pour tenir. Le journaliste femme, c'est comme les hommes, hein. Tu viens 6 heures, tu quittes parfois à 2 heures du matin, à 3 heures du matin pour avoir un bon son, pour avoir l'élément qu'il faut à diffuser. Donc, le journaliste ou la journaliste, il n'y a pas de différence sur ces points. Donc, imagine, lorsque vous êtes marié, vous avez des enfants, une famille qui s'attend à ce que vous aidez cette famille-là à s'en sortir. Parce qu'en réalité, vous devenez animatrice, journaliste, etc. Dans ce métier, vous avez une notoriété. Et les gens, en écoutant vos noms, pensent que vous êtes déjà devenu millionnaire ou milliardaire. On pose une image sur vous. On a une image, mais l'image ne va pas avec ta stabilité financière. Et lorsqu'une personne vous respecte et vous écrit pour un besoin de 10 000, etc., oublie que vous-même, vous en avez besoin. Parce qu'en réalité, vous vivez parfois en tant que journaliste sur des perdièmes. Les responsables des organes, parfois, indirectement, pensent que les perdièmes deviennent des salaires. Je ne te coupe pas. Oui. J'ai écouté un patron de presse dire un jour, non, moi, je leur donne 30 000 par mois, mais chaque jour, quand ils sortent, ils gagnent au moins 5 000. Imaginez 5 000 fois 30, ça fait 150 000. Ça lui fait environ 180 000, voire 200 000, et ce que moi-même je n'ai pas par mois. Donc, mais vous voyez, donc quand ils sortent aujourd'hui, toutes les fois, les 5 000, ils doivent venir mettre quelque chose dans la caisse de la rédaction. Mais ça alors. Quelle réflexion. Donc vous voyez, donc eux-mêmes, ils pensent qu'ils font des calculs dans la poche des journalistes, des petits employés que nous sommes, quand nous sommes sur le terrain, les petits reporters. On estime que ceux qui sollicitent leurs services aident à prendre en charge les journalistes, et on attend à ce que les gars là soient indépendants. Et quand il va faire un petit article, il va voir quel mot j'utilise pour que l'autre là demain me rappelle. Non. Ça, c'est pas... Elisabeth, je vous retourne votre parole. Et l'autre aspect aujourd'hui, dans nos craintes, étant soulevées au cours du webinaire, c'est la posture de, on va dire, certains collègues envers les stagiaires. Parce que quand vous arrivez dans un média, vous passez par l'étape de stage. Et quand vous êtes jeune fille, vous n'avez pas peut-être des aînés qui pourront vous conseiller
vous allez oublier de travailler votre compétence en croyant que les promesses ou les bluffs, même de votre hiérarchie, homme ou encore de certains responsables des médias, vont vous piéger. Parce qu'on va vous faire des propositions. Si vous ne savez pas faire, vous allez aller dans ces pièges-là et finalement, vous n'allez même pas finir titularisé. Vous n'aurez rien. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans ces pièges aujourd'hui dans des médias. Des gens qui font 6 mois de stage sans contrat, dépensant même les 6 mois. Et on se dit, on va lui trouver bientôt un petit contrat. Jusqu'à quand? Il y a beaucoup de stagiaires comme ça dans ces cas, dans beaucoup de médias. Faites une virgule encore. Oui, et ça, vous devez... C'est pour ça que ça m'inquiète un peu quand vous tous, vous ne vous engagez pas dans le syndicat. Oui. Vous devez savoir que quand vous rentrez dans une structure, on peut vous proposer un stage de 2 mois. On peut renouveler une fois, une troisième fois. Plus 0,00001 seconde, vous avez un contrat à durée indéterminée automatique. C'est-à-dire que peut-être les patrons ne le savent pas. Prenez-les au piège. Moi, je ne sais même pas. C'est comme si des gens ne connaissent pas leurs droits. Et c'est surtout dans les médias. C'est ceux qui parlent des droits. Généralement, ne cherchent pas à connaître leurs propres droits. C'est tout comme un coiffeur ou même un couturier. Quand vous allez coudre votre habit chez quelqu'un et il s'habille mal, est-ce que vous pouvez avoir le courage de lui confier des tissus pour vous faire des habits? Non, nous devons penser aussi à nous. Le syndicat nous apprend cela. Elisabeth, à partir d'aujourd'hui, dites à mes sœurs, si vous êtes en stage, d'abord, si on vous fait des propositions, n'ayez pas peur. Travaillez seulement. Et si c'est contre nature, le syndicat est là pour vous. Deuxième chose. Et l'association des femmes de profession oui, désormais, des médias, oui, désormais. Si vous êtes là, parce que nous, quand j'insiste sur le syndicat, parce que là, un syndicat a une autre vocation qu'une association. C'est vrai. Et nous devons nous rendre à l'évidence que notre syndicat a besoin même d'être plus fort pour couvrir même les associations. Et les associations, toutes doivent être membres du syndicat. Parce que si nous sommes forts, aucun patron ne se lèvera un matin, même pour renvoyer, comme cela s'est passé au cours de l'année dernière, par SMS, même des confrères. SMS. Donc, 6 mois, plus même 1 seconde, vous pouvez réclamer votre droit d'avoir un CDI complet. Vous pouvez continuer. Oui, Elisabeth, oui, dans la liste des craintes aussi, c'est la question réelle de l'égalité genre dans les médias. C'est vrai qu'on dit souvent que les femmes elles-mêmes ne se démarquent pas. Elles-mêmes ne sont pas force de proposition et parfois elles deviennent des figurantes en quelque sorte dans les médias. Ça, on a envie de travailler là-dessus. Mais l'autre aspect aussi dans certains médias, c'est que les hommes sont tellement beaucoup plus nombreux qu'ils se disent que la femme va aller lire les communiqués. Parce qu'en réalité, le nombre influence aussi lorsqu'on n'a pas vraiment très tôt, on va dire, cette facilité d'expression. Donc, il est important que les femmes, déjà qu'elles ne sont pas nombreuses dans les médias, qu'elles puissent se démarquer. Donc, c'est une question très, très importante. L'autre aspect aussi, c'est de ne pas se limiter au rôle d'animatrice, de journaliste. Dans les médias, on a des métiers techniques. Et on a besoin de techniciennes femmes, de réalisatrices femmes, de femmes chefs programme. Oui, dans tous les secteurs de ce domaine. Et malheureusement, les rôles modèles qui sont valorisés sont juste des journalistes animatrices. Il est important qu'on change un peu ce décor pour montrer que dans les médias, lorsqu'on arrive, on a vraiment, on va dire, un gros éventail, un éventail de possibilités, des éventails de possibilités. Donc, au lieu de se limiter à juste présenter à l'antenne, il y a beaucoup de choses à faire, même les reportages sur le terrain. On a comme l'impression parfois aussi que la femme veut juste démarrer, trouver un créneau et devenir chargée à la communication quelque part. Il y a peu de femmes qui construisent réellement des carrières, c'est-à-dire 20 ans de carrière, 15 ans dans les médias, avec une posture réelle où on se dit, voilà une personne qui représente la presse. Il n'y en a pas beaucoup, lorsqu'on va en citer. Et leur situation économique même, parce que pour inspirer en réalité d'autres jeunes à suivre votre pas, il faut quand même qu'on puisse remarquer que votre vie, elle est belle. Pas dans le mensonge. Une vraie vie
avec une santé mentale qui va avec. Avec le minimum vital. Alors, et justement, l'autre crainte que vous aviez eu, les femmes, c'est cette question de harcèlement que vous subissez non seulement de la part de vos confrères, mais aussi des personnes extérieures et puis des patrons. Oui, je vous donne un exemple. Vous pouvez aller sur le terrain pour des interviews et vous allez avoir des personnes que vous respectez en réalité. Hein. Parfois, vous avez aussi envie d'être la première personne à interviewer une personne. Et dans ce respect, vous arrivez chez la personne, c'est là la personne se permet de faire des gestes inappropriés. Et lorsque vous avez envie d'en parler, la personne va vouloir vous menacer. Ah ben moi, en tout cas, depuis le début, je connaissais mes droits. On a vécu des aspects où même des personnalités publiques et politiques de ce pays, pour les interviewer, les gens vont vous faire des propositions déplacées. Je me rappelle encore dans nos discussions quand Eugénie Gadediso donnait un exemple d'une personnalité qui avait même osé la décourager, voulant des faveurs de sa part, et étant jeune, était en train de lui demander mais le journalisme ne paye pas. Tu n'as pas envie d'avoir de meilleures opportunités, de meilleurs créneaux. Tu n'as pas envie que des personnes comme moi puissent vraiment t'aider. Imagine une jeune fille dans ses débuts, voulant réussir dans ce métier. Si tu n'as pas vraiment une passion en te disant qu'il faut travailler dur, tu vas te laisser aller à du n'importe quoi. Or, étant dans ce domaine, l'information va vite. L'information va tellement vite que si tu commets une petite erreur, ça te suit toute ta vie. Voilà des informations comme ça qu'on a envie de porter à l'égard de nos jeunes filles pour les sensibiliser. Il faut s'exprimer, il faut parler. Lorsqu'on a même peur, il faut aller vers les syndicats ou même des sœurs des aînés qui sont dans le domaine, qui ont quand même réussi à gravir les échelons. Et choisir correctement ses sœurs et ses aînés qui ont gravi correctement ces échelons. Je suis d'accord, parce qu'en réalité, c'est vrai que certaines personnes aussi n'arrivent pas vraiment à donner les bons conseils. Donc, il est important, avec cette association, c'est notre challenge, de représenter les vrais bons rôles modèles pour ces jeunes-là, qui sont justement l'avenir. D'aujourd'hui, mais de demain, parce qu'en réalité, à un moment donné, même si on est fatigué, celles qui vont plus sur le terrain ont besoin d'avoir toutes les informations. Ok, Alphonse Ken, voilà aussi des inquiétudes de vos consoeurs femmes. Je suis d'accord avant tout que une femme partout où elle passe peut intéresser, peut attirer la convoitise. Et je suis aussi d'accord que une femme, belle ou pas, une fois qu'elle est, exposée, peut être victime de tout. Et donc, elles ont besoin de protection, des gens derrière sur qui elles peuvent compter. D'abord, compter sur elles-mêmes, parce que il ne faut pas être fragile dans ces genres de situations. Ensuite, compter sur aujourd'hui des organisations de femmes comme celle qui vient de naître, mais aussi des organisations des droits des femmes qui sont là et qui, dans le meilleur des cas, peuvent aujourd'hui porter vos revendications ou même lutter pour vous sans même vous mettre en avant ou en difficulté. Mais je vais dire une chose. C'est pas au Togo seul. Partout dans le monde, vous entendez, et il arrive même que des journalistes femmes se plaignent pour des gestes déplacés des acteurs publics, politiques, et pour lesquels des fois on va jusqu'au tribunal. Et la plupart des fois, nous faisons des erreurs, des choses qui tombent sur nous, peut-être parce que nous ne savons pas. Au cours d'une interview, vous avez appris, je ne vais pas citer quelqu'un, un président a posé juste la main sur le pied d'une femme journaliste en parlant. Juste, peut-être le geste, c'était pour la rassurer. Non, madame, vous savez. Non, madame, vous savez. Mais elle s'est plainte d'attouchement. Elle a raison. Et ça a été très grave pour cette personnalité. Mais c'est pour dire que peut-être que nous ne le savons pas. Il y a des gens qui ont les mains baladeuses. ça c'est très grave. De deux,
Mais pour des avances qui se font directement, moi je veux conseiller mes soeurs, hein, si tel est votre sentiment, si vous acceptez quelque chose, ça vous regarde. Ça n'engage que vous. Mais quand vous refusez, soyez catégorique. C'est tout comme nous sommes des hommes, nous avons fait une fois la cour. Vous n'avez pas accepté, vous avez dû dire non. De la même manière, vous dites non avec la dernière rigueur. C'est-à-dire que je ne viens pas sur des propositions fantaisistes me céder à vous. Si tel est le cas, les peu de journalistes femmes que nous avons toutes doivent se marier avec des personnalités publiques. Celles qui s'engagent, je suppose qu'elles se sont engagées avec cœur et avec amour. Et si vous ne voulez pas, vous devez aussi le dire. Et s'il y a harcèlement, vous devez dénoncer. C'est pour ça, moi je suis catégorique dessus. Même si c'est moi, vous devez dénoncer. Vous devez le faire. Et donc, pour cela, bon, vous comprenez que quand elle disait que dans les rédactions, les femmes ou dans les structures, les femmes sont limitées à des rôles spécifiques, par exemple, lire les communiqués, animatrices. Mais ce n'est pas tant, peut-être je vais apporter un petit bémol dessus, ce n'est pas tant contre elle. Vous savez, il y a des tranches, elle a été chef programme, elle comprend qu'il y a des tranches dédiées, parce qu'elle et moi on a fait la radio, il y a des tranches dédiées où on sait qu'une voix masculine ne passe pas vraiment. C'est rare d'avoir des voix masculines qui passent, par exemple, pour un communiqué, pour le rôle de speaking, pour les conduites d'antenne du matin, peut-être. C'est récemment qu'on a commencé par voir des hommes faire même les émissions matinales. Et avec les évolutions qu'on a, tout le monde arrive à faire tout. Hein. Mais jusqu'à présent encore, on a besoin plus de femmes, des voix de femmes pour certains métiers ou certains postes. Ce n'est pas contre elles. Mais si elles ont de la valeur, qu'elles estiment que dans une structure, dans un programme ou dans une rédaction, elles ont cette compétence, mais elles ont été minimisées. Elles ont telle compétence et qu'elles peuvent se prévaloir de tel rôle. Mais parce qu'elles n'ont pas cédé à l'avance, soit du directeur, n'ont pas été nommées rédactrices en chef, mais c'est aussi le droit. Elles ont le droit de dénoncer. Parce qu'il faut avoir des preuves pour dénoncer. Ça, c'est vrai. Et quand vous dénoncez, il faut que vous ayez les couilles, comme nous on dit pour les hommes, les couilles pour assumer, pour qu'on vous accompagne jusqu'à la fin. Parce que c'est un long processus. Il y a des enquêtes qui vont se faire. Et bon, la plupart des fois, influences qui vont intervenir. Des gens même vont vous appeler pour vous dire laissez cette affaire. Parce que... Oui, par contre, mais justement, je suis d'accord, il faut assumer jusqu'au bout et se dire que si ce n'est pas dans ce média, ce sera dans un autre média. C'est pas une obligation. Les qualités ne sont pas... Voilà, le talent reste... Vos qualités sont intrinsèques à vous. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec le numérique, on peut faire ailleurs. On peut créer, on peut porter des initiatives. Oui. Donc moi je pense qu'il n'y a plus besoin d'avoir crainte lorsqu'on ne veut pas, et ce n'est pas avec notre consentement, on passe à autre chose. Voilà. On passe vraiment à autre chose. Voilà. Alphonse, sur les conditions de vie des journalistes, on s'est attardé sur les patrons de presse, les boss, mais est-ce que dans une mesure, les journalistes ne sont pas responsables de cette situation? Bon, d'abord, tout dépend de comment vous êtes recruté dans un média. Moi, je dis toujours, j'ai commencé sur le tas. D'accord? Moi, j'étais en première quand j'ai commencé le métier de la radio. Et je venais, et après, il y a eu une formation qui a été ouverte à l'intérieur, qui nous a accompagnés pendant 13 mois. Et après, nous avons commencé par passer au terrain et apporter les informations à la rédaction. Avant même qu'un jour on ne vous propose même de présenter une brève. Et petit à petit on a gravi les échelons pour arriver là où on est. Et ensuite on a quand même senti le besoin de passer à l'école du journalisme et pour mettre tout ça là dans une balance positive. Et ce n'est pas que ça. Et je ne veux pas parler, moi, de mon parcours scolaire. Il y a plein qui n'ont pas eu un bon parcours, mais qui aussi se cachent dans notre métier. Aujourd'hui, peut-être avec le nouveau code de la presse, il y a beaucoup on va serrer les choses. Il y a beaucoup qui vont, encore une fois, perdre leur qualité. Ça va arriver.
Mais ce n'est pas contre les gens, mais c'est pour améliorer le contenu que nous produisons pour la population. Et ça va arriver. Maintenant, pour nous-mêmes, quand nous disons qu'il y a une faute, je ne sais même pas, à part ça que nous acceptons parce que nous cherchons du travail et qu'au départ, Elisabeth est mon patron et qu'elle accepte, ma patronne, et qu'elle accepte de me confier un travail parce qu'elle sait que je suis à la maison ou que je n'ai pas de travail, et qu'à partir de ce moment-là, elle peut me traiter me proposer un salaire misérable qui me salit, qui ne me respecte pas. Peut-être hier, nous acceptions tout. Vous savez, les patrons vont vous dire, oh, je commence toujours avec 30 000. Ça te va? Parce que tu ne veux pas rester à la maison, tu acceptes. Même quand le SMIC était à 35 000. Et je fais la parenthèse. Peut-être pour les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes, le SMIC, c'est ce qu'on paie à quelqu'un qui n'a aucune qualification professionnelle. Au Togo, quand vous voyez la grille salariale, dès que, si même vous n'avez pas la convention collective, la convention interprofessionnelle fixe, dès que vous avez au moins le niveau bac, puisque c'est ce qui est utilisé jusqu'à présent dans notre secteur, votre salaire doit tourner au moins autour de 80 000 pour le brut que vous devez avoir. Donc, si vous avez au moins ça, et dans la presse publique, ils sont autour de 100. Donc, si vous avez ça, et que au moins ça, là, vous devez l'exiger, parce que c'est tout ce que vous pouvez demander, mais vous acceptez qu'on vous paye 30 000, vous l'assumez. 35 000. Mais ce que les patrons aussi ne savent pas, c'est que moi, je peux l'accepter pour rentrer dans la boîte. Mais du moment où je suis assis et que je suis en CDI, moi, je peux réclamer que l'on actualise mes conditions. Vous savez que les gens se font recruter dans la fonction publique avec peut-être le niveau BPC, parce que c'est ce qu'on voulait, et après vous actualisez vos dossiers, et après la maîtrise. Et on actualise vos conditions, et vous garantissez, vous allez d'un échelon à un autre. Donc moi je voudrais juste dire, sans trop accuser mes confrères ou mes camarades, parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont la passion du métier, ils sont obligés d'accepter certaines choses, ils sont obligés de faire et d'aller de l'avant, que bon, maintenant si vous acceptez que vous rentrez, commençons par réclamer nos conditions. Ne nous taisons pas, ne nous asseyons pas du matin au soir. Vous travaillez de 7 heures. Moi, quand je venais à la radio, je travaillais jusqu'à minuit avant de rentrer. J'étais là et moi, quand je ne suis pas prêt pour le lendemain, le journal du lendemain, je ne quittais pas la radio. Quel que soit, tout le monde peut partir. Même des fois, le directeur revient la nuit, me voit et dit, mais Ken, tu es toujours là, et il faut rentrer. Et ça, c'était pour que le lendemain, tout soit nickel. Mais ça, personne ne me le demandait. Mais je le faisais pour moi-même, pour aussi le bon travail que nous attendons. Donc, faisons bien le travail, mais réclamons nos conditions, de bonnes conditions, sans les accuser d'avoir... Moi, je ne sais pas pourquoi on peut les accuser. Peut-être qu'Elisabeth a des réponses, mais moi, je ne crois pas. Vous partagez l'avis d'Alphonse? Une accusation pour nous-mêmes journalistes? Oui, parce je que ne pense nos pas. Conditions ne sont pas... C'est pas notre faute. Après tout, un journaliste, c'est comme un artiste. Son premier rôle, c'est de chanter. Son premier rôle, si c'est la danse, c'est de danser. Et on oublie nos conditions. D'abord, la passion. D'abord, ce qu'on a envie de montrer à la population. Donc, je pense que très tôt, on a juste envie de passer l'information à la population, de savoir qu'on a une proximité avec les auditrices, auditeurs, pour nous qui sommes à la radio, par exemple. Et moi, je me rappelle que justement, lorsqu'on est dans ce métier-là, ce métier de discipline d'ailleurs, ce métier de discipline tellement que il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des sorties même que tu n'oses plus. Parce qu'en réalité, tu as une image à valoriser. Tu as des opinions à vendre et donc tu restes posé. Donc le journaliste, en réalité, je ne peux pas les accuser. Sauf peut-être parfois, lorsque on va par exemple sur des événements où je vois... C'est peut-être ça la précarité aussi. On ne peut pas les accuser. Où je vois des journalistes se ruer rapidement sur la nourriture, qui n'ont pas encore reçu l'élément sonore, mais pensent plutôt à la nourriture, etc. Et puis parfois se disputent à cause du déplacement. C'est peut-être ça qui me chagrine. Mais je ne peux pas les accuser. Je ne connais pas leurs conditions de vie. Parfois, les gens se réveillent, n'ont même pas 500 francs dans la poche, mais font l'effort pour aller
faire le travail sur le terrain, un travail de qualité. Donc, essayons petit à petit d'améliorer la condition de vie des journalistes. C'est peut-être ça qu'il faut pour leur donner encore plus la latitude de faire bien leur travail. Mais un journaliste passionné n'attend pas premièrement son argent. Voilà. Alors, Alphonse, vous avez évoqué il y a un instant la question du code de la presse au Togo. Ce code se dit être le code franchement libre, peut-être le meilleur code de la sous-région, mais au même moment, paradoxalement, on retrouve des journalistes qui sont poursuivis par la justice, des médias qui sont suspendus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et même d'autres qui ont pris la poudre d'escampette comme votre SG, Isidore Kouon. Je voudrais ici, mon SG m'écoute, le saluer et lui témoigner toute, je vais dire, votre affection. Non, tout le soutien de notre syndicat dans la situation qu'il vit en ce moment, là où il est. Je dois préciser qu'on n'a toujours pas de cette nouvelle. Moi, je ne sais pas là où il est. Et saluer le courage de sa famille qui doit continuer de vivre sans lui. Vous savez, tous les tests de la République ou d'une République présentent toujours des astuces, des petits couacs. Il y en a dans nos tests. Pour l'instant, nous tombons encore régulièrement sur le coup de ces tests. Et je me réjouis, sans trop parler sur ce sujet, qu'au cours des derniers dialogues avec le ministre, on s'entend petit à petit sur le fait qu'il faut passer à une relecture de ce code. Parce qu'il y a des articles qui portent à une interprétation de notre point de vue, qui n'est pas forcément l'interprétation des acteurs judiciaires. Il y a des articles que nous pensons qui sont devenus désuets. Et parce qu'il y a eu une évolution dans le numérique qui fait que vous ne pouvez pas refuser aujourd'hui à Radio Djena, parce que Radio Djena aujourd'hui a pour vocation d'émettre sur le web, parce que c'est un web radio. Mais une web radio qui émet forcément sur le web. On ne peut pas lui refuser. Sur les réseaux sociaux. Mais si l'extension sur les réseaux. Oui. Non, elle n'est pas une extension d'abord, parce que sa vocation, c'est d'émettre sur le web. Mais si sur le web, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous émettez sur un site. Mais si vous coupez une partie d'une déclaration que vous mettez sur votre page Facebook, si cette partie pose problème, et si c'est sur la page Facebook que ça se présente, ils vont vous appliquer l'article 3 du code. Parce qu'on dit, bon, écoute, le code exclut de son champ d'application les réseaux sociaux. Alors, je vais dire simplement, peut-être que nous n'avons pas vu venir les évolutions. C'est pour ça qu'il faut aller vite à l'application ou à la relecture de ce code pour que nous ayons tous la même façon d'évoluer. Aujourd'hui, le président tweet. Si on a besoin puisque le président n'accorde pas beaucoup d'interviews, si le président tweet, je vais trouver ça où? Je trouve ça sur sa page. Et je peux commenter. Alors, si je commente parce que je suis journaliste, peut-être ce que je dis, donc on va dire que ce que j'ai dit là, non, je ne l'ai pas dit en tant que journaliste, alors que mon compte, il est mis dessus que je suis journaliste. Et voici mes qualités, c'est ici que je travaille. Donc tout ce que je fais sur ce compte m'engage en tant que journaliste. Donc je dois avoir la possibilité, de mon point de vue, d'utiliser mon compte pour diffuser les informations. Vous l'avez traité. Oui, parce que j'ai des followers quand même sur ma page. Ils attendent d'être informés. Bien sûr. Ils savent que je suis journaliste, c'est pour ça qu'ils ont accepté de me suivre. Ils ne sont pas venus parce que je m'appelle Alphonse Logo. Ils ne sont pas là parce qu'on m'appelle Ken ou c'est un petit nom qui les intéresse. Non, ils sont venus parce qu'ils pensent que je suis crédible et que ce que je peux diffuser en tant que journaliste, c'est de l'information. C'est de l'information. Maintenant, moi, il me revient que ce que je diffuse soit correct, soit bien recoupé et que ça remplisse toutes les conditions. Oui, il y a des faits pour lesquels je suis témoin que je peux dire. Oui. Si je le dis, je m'engage parce que je suis témoin. C'est ce que j'ai vu.
Et récemment, on a commencé par s'interroger même sur le fait que les réseaux sociaux sont en train d'enlever l'essence même du travail que nous revenons faire dans nos rédactions, parce qu'on a envie de faire vite. Mais à la rédaction, on traite autrement encore ces faits pour lesquels nous alertons. Donc, il y a vraiment un problème sur l'utilisation des réseaux sociaux qui se présente. Même les communiqués partout sont diffusés sur les comptes des sociétés ou des organisations. Nous allons les chercher là-bas pour venir les traiter. À partir de quel moment on ne va pas utiliser cela comme média, véritable média, alors qu'ailleurs, c'est un outil de travail du journaliste, et ainsi de suite. Donc, il y a des problèmes dans le code. Nous ne disons pas que pour l'instant, même si nous critiquons, que c'est la faute à quelqu'un, parce que moi, je n'étais pas à l'adoption. Il y a des confrères, des gens qui étaient là, qui ont mis des réserves sur des choses, mais qui ne peuvent pas, parce qu'une seule personne, la voix d'une seule personne ne peut pas passer. C'est déjà dans le test. Alors, les tests qui sont là, on dit la dictature des tests. Oui. Donc, les tests sont là et ont prévu des choses. Nous sommes en tant qu'organisation professionnelle dans les discussions avec les autorités pour qu'on passe à la relecture et qu'on ne dise pas que c'est nos propres tests qu'on nous applique et donc c'est nous-mêmes qui les avions mis, et que nous passions à la relecture pour dépouiller ces tests d'un maximum de choses. Dernière chose que je vais dire dessus, nous souhaitons, et Isidore Akolor l'a dit hier à la présentation du rapport de l'OTM, ce que nous souhaitons, c'est que quel que soit ce qui va se passer, qu'on applique aux journalistes le code de la presse. Vous vous rappelez l'article 497 du code pénal. Nous en avons parlé ici. Nous sommes allés jusqu'à la présidence pour dire au chef de l'État que cet article, mine de rien, va nous créer des problèmes. Le ministre de la Communication de l'époque, Guy Madié Lorenzo, il nous a rassurés. Nous a rassurés, oui. Bon, on a dit quelque part que non, ça ne sera pas appliqué du moment où vous êtes journaliste. Et les gens pensaient que vous avez été naïf parce qu'en acceptant une parole, simplement, pas un papier écrit. Mais c'est quand même une institution. C'est comme, vous savez, ce n'est pas le président qui a parlé, mais c'est devant le président que le ministre a rassuré. Il faut vous dire que nous, on n'est pas dans l'affront avec l'autorité publique. Nous avons une préoccupation et le jour où nous étions allés pour les présentations des vœux, on a profité et le président de l'OTM, d'alors Augustin Sizing, l'a clairement dit dans son intervention et le ministre est venu rassurer. Nous avons même eu à faire des manifestations ici pour dire que attention, vous êtes en train de nous tendre des pièges et on va tomber dedans parce que dès qu'il y a des petits problèmes, on va dire, parce que le juriste ou le procureur, lui, il a la loi, il interprète, il l'applique. Il ne va pas vous demander. Dès qu'il voit que ça sort du cadre du code de la presse, il ne vous applique plus le code de la presse, il va l'appliquer le code pénal. Donc voilà, pour l'instant, nous avançons, mais c'est-à-dire la passerelle est bornée par des épines, et chaque fois quand tu glisses un peu, le détracteur il attend, et malheureusement, pour l'instant, les vrais détracteurs, c'est encore le pouvoir public, c'est des ministres qui portent plainte. C'est normal, moi je ne refuse pas que quelqu'un qui semble, qui se dit diffamé ou qui pense que nous n'avons pas bien fait notre travail puisse nous faire puisse se plaindre quand même. Puisse se plaindre. Et quand il se plaint, il faut qu'on en parle. Et nous sommes dans un pays de droit. Chacun a ses droits. Si un ministre pense qu'on l'a diffamé, il peut porter plainte, mais que les choses se fassent conformément avec le code de la presse. Alors, le temps est vite passé, Elisabeth, on ne l'a pas vu. Alors, chez vous, les femmes, aujourd'hui, avec votre nouvelle association, quelle est votre vision de cette lutte pour la liberté de la presse et surtout des femmes et des jeunes filles qui arrivent, parce qu'elles sont nombreuses encore, à être formées dans les écoles de journalisme au Togo? La première chose, c'est la vision de carrière dans les médias pour nous, parce qu'en réalité, est journaliste une personne, oui, qui est passionnée et qui a envie de vraiment réussir dans cette initiative en allant très loin, en faisant un planning de vie. Donc, c'est vraiment outiller les femmes qui sont journalistes d'être dans cette posture de vision. L'autre aspect, c'est d'abord pour nous, notre association, c'est de faire un répertoire des femmes qui sont dans les médias jusqu'à l'intérieur du pays. Parce que on a déjà dans le bureau
une qui est à Agné, une qui est dans la savane. Mais c'est insuffisant pour nous parce qu'on se dit, le Togo ne se limite pas à Lomé. Donc, il faut faire un gros travail pour faire un tour des médias, pour faire un repertoring. Ensuite, on a envie, par rapport au numérique aujourd'hui, de renforcer les capacités. Beaucoup de femmes journalistes traditionnelles ne savent pas vraiment comment profiter des opportunités du digital. Or, c'est vraiment une opportunité. Donc, on a envie de communiquer ces informations aux aînés et pour les jeunes, les aider à rapidement se positionner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on remarque que tout le monde aujourd'hui a la parole sur les réseaux sociaux. Où sont les journalistes? Femmes en plus. Je ne me permets pas de comparer avec les autres pays, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup d'avancées ailleurs. On peut rapidement se rattraper. La question aussi des journalistes, reporters d'images nous intéresse parce qu'on a envie de voir plus de femmes descendre sur le terrain et faire des recoupements et ensuite, avec des capsules vidéo, présenter le travail qu'elles ont fait. Donc, on a envie sur le plan national faire une formation globale aux femmes journalistes qui sont intéressées par ce sujet. Ça vient. L'autre aspect, c'est bientôt qu'on aura une grande rencontre des femmes professionnelles des médias. Journalistes, animatrices, réalisatrices, chef programme, rédactrices, en tout cas, tout le corps, mais femmes. Sans écarter les hommes qui viendront en quelque sorte, on va dire, en homme de confiance. Parce que ce n'est pas un combat quand même. C'est juste permettre aux femmes qui n'arrivent pas à se démarquer dans le domaine à côtoyer celles qui ont quelques astuces pour pouvoir rapidement être plus visibles. L'autre aspect, c'est véritablement former, on va dire, une grande force. Et lorsque une a des problèmes, qu'on puisse ensemble réfléchir et ensuite trouver des pistes de solutions. Il y a beaucoup à faire, mais on y croit. C'est une initiative très jeune. Donc, à cet instant précis, on fait quelques tours chez des organisations de presse qui sont là sur le terrain, qui ont déjà beaucoup d'expérience pour nous dire quels sont les besoins qu'ils ont remarqués depuis ces années d'expérience sur le terrain chez les femmes. Qu'est-ce qui manque aux femmes selon eux? Parce que forcément, tout le monde a beaucoup à dire. Après, nous, on va s'asseoir, réunir toutes ces idées-là et voir sur quoi on peut rapidement travailler. Parce qu'il y a forcément des priorités. On va travailler sur les priorités pour 2023 et ensuite décliner d'autres projets pour 2024. Et donc, on fait appel à ces institutions qui pourront aussi nous apporter un support financier. Parce qu'en réalité, pour se déplacer sur tout le territoire, c'est beaucoup de moyens. Même pour faire l'Assemblée générale, c'était beaucoup de moyens. Mais on remercie l'OTM qui nous a assez appuyés. On remercie CONAP qui nous a assez appuyés. On remercie Saint-Gite. On remercie en tout cas ces organisations de presse qui étaient là à nos côtés. On remercie aussi l'ambassade des États-Unis. On remercie l'ambassade de France qui ont envoyé des représentants, le PNUD, pour pouvoir nous écouter et savoir quelle est la vision que nous avons justement pour notre projet. C'est une vision assez grande. On y croit, on va petit à petit par étapes parce qu'il ne sert à rien de courir, non? Il faut partir à point. À point et surtout faire bien les choses pour les femmes. Parce que la question de l'égalité des sexes dans les médias nous intéresse. On ira même vers les directeurs. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'ai déjà remarqué, j'ai travaillé quand même une dizaine d'années dans les médias aujourd'hui. Je me rappelle très bien que parfois pour faire le casting, j'entends mon directeur qui disait « Celle-ci, elle est trop âgée, peut-être elle serait déjà en train de prévoir se marier, avoir des enfants. Et donc, il faut prendre une jeune fille qui est à l'étape embryonnaire qu'on va outiller pour qu'on puisse vraiment la suivre. Et on sait qu'on ne va pas la former, la perdre après. Donc, ça veut dire que parfois, on ne donne pas des opportunités aux femmes parce qu'on a déjà ces calculs, ces préjugés-là sur ces femmes-là et on ne leur donne pas des opportunités. Donc, dans nos médias, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'opportunité d'accéder à des postes de responsabilité parce qu'il y a un beau point d'interrogation, parce qu'elles sont juste femmes. Alors, Alphonse, pour finir très rapidement, le syndicat national des journalistes indépendants, Saint-Gite, comment devenir membre pour les journalistes qui nous écoutent et qui ne sont pas encore membres? Comment vous contacter? Non, très simple. Pour me contacter, je vais peut-être dire
on n'a pas besoin forcément d'être membre pour être couvert par un syndicat. Ça, c'est la première des choses. L'adhésion à un syndicat doit naître d'une volonté et ne doit pas faire peur. Ça, je voudrais faire remarquer cela. Et ceux qui ont peur souvent que si on adhère à un syndicat, peut-être qu'on va perdre notre emploi, peut-être nos patrons vont nous faire la peau, parce que des fois, il suffit qu'on sache que vous êtes journaliste, vous êtes syndicaliste, que peut-être les réactions, ou les comportements à votre endroit changent dans les organes ou dans les structures. Je voudrais les rassurer. On s'engage dans un syndicat prioritairement pour se couvrir et défendre ses propres droits et intérêts et se former. Tu te formes sur ce que prévoit le droit du travail pour toi et ce que sont tes devoirs vis-à-vis de là où tu t'engages et tu travailles. Donc, vous devez normalement vous engager dans un syndicat. Et pour tous ceux qui veulent aujourd'hui s'engager dans le SYNGIT, je les encourage et j'en appelle d'ailleurs à leur volonté de le faire. Ils peuvent nous appeler. Mon numéro c'est le 90 24 03 75, c'est connu, ou écrire au syndicat SYNGIT Togo, comme vous l'entendez, SYNGIT Togo, c'est-à-dire ce n'est pas SYNGIT Togo, SYNGIT Togo. Donc Saint comme on écrit syndicat et JITOGO Togo@gmail.com. Donc ils peuvent écrire au syndicat et puis le secrétaire à l'information va les répondre, va leur donner une réponse et leur envoyer la fiche à remplir et les conditions pour adhérer et continuer par être membre. Et comme on est en train de finir, je voudrais rappeler, puisque nous parlons aujourd'hui de la liberté de la presse, rappeler ce que nous avons mis à la fin de notre communiqué. Il est important que chacun de nous fasse l'auto-examen de sa propre liberté. Si chacun s'interroge sur ce que c'est que la liberté ou la manière dont nous définissons la liberté, ou de cette manière, chacun doit se demander où est-ce que je me situe. Est-ce que je suis libre aujourd'hui? Si je ne suis pas libre de penser, si je ne travaille pas en tant que journaliste libre, que dois-je faire? Et commencer par prendre des résolutions. Je crois que, pour citer Madame Ige Olatokombo, qui a toujours dit « Write what you think », écris tes pensées. Donc, vous écrivez ce que sont vos objectifs et vous les poursuivez un à un pour les atteindre. C'est un peu la bonne manière pour avancer et je vous encourage, vous, tous les journalistes qui nous écoutez, d'aller dans ce sens et nous ne ferons que nous retrouver après au syndicat pour défendre ensemble ce que sont nos droits et intérêts. Merci à vous, Alphonse Kenlogo. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat national des journalistes indépendants du Togo, SYNGIT, et puis Elisabeth Apampa, présidente de l'association des femmes professionnelles des médias du Togo. Il était question de la liberté de la presse au Togo, les conditions de vie et de travail des journalistes. On en a largement parlé. Le code de la presse a été également abordé dans cette émission, l'heure du droit qui s'achève ainsi. Je me permets, avant la fin, c'est demander à toutes les femmes des médias qui nous écoutent ou nous regardent d'aller rapidement sur la page de l'association pour s'abonner et retrouver toutes nos informations, ou soit nous appeler sur le 96 03 96 70 ou 92 80 62 46. Voilà, ça sera tout pour l'association des femmes des médias. Bon, vous êtes nos consoeurs, on vous aime très bien, on vous aime au sens large. Faut pas spécifier. Allez, voilà, cette émission s'achève ainsi. Je suis Elia Tipo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder notre question du droit dans la société.